Au début, il y avait les ténèbres, et soudain, bang! Survient la naissance d'une expansion infinie de temps, d'espace et de matière. Chaque jour, de nouvelles découvertes dévoilent les mystères, les secrets époustouflants et implacables de l'endroit que nous appelons l'univers. À quoi ressemblera la fin apocalyptique de notre environnement galactique? Ce sera sans doute l'événement le plus dramatique de toute l'histoire du système solaire. On a désormais de brûlants indices concernant le décès violent de notre étoile. Et l'issue semble plutôt sombre pour la planète Terre. On risque à la fois la mort par le feu et la mort par la glace. Les dernières avancées de la science permettent d'anticiper le véritable cauchemar qui attend notre planète au moment où notre Soleil libérera sa fureur ultime. Ce sera le baiser de la mort. Le Soleil nous nourrit de sa lumière et de son énergie depuis plus de 4,5 milliards d'années. Mais comme toute chose dans le cosmos, notre étoile nourricière finira par mourir. Et la Terre risque littéralement de fondre comme neige au soleil. Lorsque le Soleil sera 100 fois plus lumineux qu'aujourd'hui, toute la surface de la Terre sera calcinée. Toute la roche qui constitue les continents fondra et s'écoulera dans des océans de lave en fusion. La Terre deviendra inhabitable. La mort de notre Soleil aura un effet profond sur notre monde cosmique. En effet, nous dépendons totalement de cette étoile, au centre de notre système solaire. Le volume de cette gigantesque boule de gaz en fusion pourrait facilement contenir plus d'1 million de planètes comme la nôtre, et la température de son noyau peut monter jusqu'à 16 millions de degrés. Le Soleil se situe environ à 150 millions de kilomètres de la Terre, ce qui permet à cette dernière de n'être ni trop chaude ni trop froide. C'est la distance idéale pour la formation d'océans liquides et de multiples formes de vie. Notre survie dépend en grande partie de l'énergie solaire. En tout premier lieu, les plantes ont besoin de cette énergie pour procéder à la photosynthèse et donc pour pousser. Ensuite, nous autres humains, nous nourrissons de ces plantes, ainsi que d'animaux qui s'en nourrissent aussi. On se sert également de l'énergie fossile de plantes en décomposition. Et les vents aussi sont produits par la chaleur du soleil. L'énergie solaire nous sert à tous les niveaux. Cette chaleur et cette lumière nous viennent du noyau du Soleil. Colossal réacteur nucléaire composé à 75% d'hydrogène, ainsi que d'hélium et d'une petite quantité d'éléments plus lourds. Comme on le voit ici, les noyaux d'hydrogène fusionnent pour former des noyaux d'hélium. Ce processus, qu'on appelle fusion, génère une énergie radiante. Cette voiture est comparable à une jeune étoile comme le Soleil. Lorsqu'une étoile comme le Soleil naît, elle naît avec un réservoir plein de carburant. Si je fais le plein d'essence, c'est comme le moment où l'hydrogène fusionne par la force de la gravité pour former un noyau chaud et dense. Petit à petit, le carburant va brûler. Dans le cas d'une étoile, l'hydrogène fusionne pour former de l'hélium, ce qui produit de l'énergie. C'est comme pour le carburant qui brûle dans la voiture pour lui donner l'énergie nécessaire pour rouler. Tout comme dans une voiture, la réserve de carburant du Soleil n'est pas infinie. Et la Terre se retrouvera un jour privée de sa source d'énergie vitale. Vu la vitesse à laquelle l'hydrogène fusionne en hélium, le noyau du Soleil finira par être à court d'hydrogène. On voit d'autres étoiles bien plus anciennes que le Soleil qui finissent par s'éteindre.
Pour savoir ce qui se passera quand le Soleil s'éteindra, remontons le temps jusqu'à sa naissance. Ces curieux nuages de gaz et de poussière s'appellent des nébuleuses. Elles sont faites de résidus d'étoiles éteintes. Mais à les étudier de plus près, on s'aperçoit qu'elles sont aussi des sortes de pépinières d'étoiles. C'est là que naissent des étoiles comme notre Soleil. Dans notre galaxie, il y a environ 4,5 milliards d'années, un gigantesque nuage de gaz et de poussière s'est peu à peu aggloméré grâce à la gravité. Lorsque cette force d'attraction a fait disparaître le nuage, ça a libéré une grande quantité d'énergie. La matière a chauffé et au centre de ce conglomérat, une réaction nucléaire s'est produite qui a transformé l'hydrogène en hélium. C'est ainsi qu'est née une nouvelle étoile. Le reste de matière stellaire se met alors à tourbillonner autour de ce nouveau Soleil. Les résidus se heurtent, s'unissent et finissent par former les 8 planètes de notre système solaire, dont la Terre. À ce moment-là, un vent stellaire s'est levé, qui a éliminé toute la poussière restante en ne laissant que les planètes qu'on a aujourd'hui, ainsi que quelques autres corps qui ont fini par fusionner avec les planètes. Parmi les milliards de points de lumière qui parsèment notre univers, le Soleil est de taille moyenne. Il existe des étoiles de plus de 100 fois sa masse. Et contrairement à ce qu'on croit, la vraie couleur du Soleil n'est pas celle qu'on voit à son lever ou à son coucher. Le Soleil est en fait une étoile blanche et non pas une jaune. Il est aussi blanc que cette voiture. Il est vrai que la crête de son spectre est plutôt dans les tons jaunes, mais il émet aussi de la lumière bleue et verte, orange et rouge. Et l'ensemble de toutes ces couleurs est perçu par notre œil et notre cerveau comme la couleur blanche. Le Soleil partage certaines caractéristiques des êtres humains. Par exemple, dans sa jeunesse, il était très actif et souvent imprévisible. On a découvert quelque chose de très surprenant. Au début de leur vie, les étoiles comme le Soleil tournent très vite, bien plus vite que le Soleil aujourd'hui. Imaginez une étoile de la taille du Soleil, qui effectue une rotation rapide, en moins d'une journée. À cet âge-là, le Soleil était complètement différent. Il produisait des éruptions très fréquentes et projetait des particules à travers l'univers qui touchaient la Terre. Aujourd'hui, le Soleil a atteint l'âge adulte et suit une activité plus tranquille et plus régulière. Mais il produit toujours beaucoup d'énergie. Le Soleil a aujourd'hui environ 4,5 milliards d'années. Il atteint presque la moitié de sa vie, selon nos anticipations. C'est un peu comme cette voiture qui atteint la moitié de sa réserve de carburant. Actuellement, le Soleil brûle son carburant, ou fusionne son hydrogène en hélium, à une vitesse régulière, mais soutenue. C'est comme si, toutes les secondes, on faisait exploser une bombe de 90 milliards de mégatonnes. C'est une puissance incroyable. Sur Terre, on ne reçoit qu'une infime partie de l'énergie produite par le Soleil. Pour vous donner une idée, cette énergie suffirait à alimenter à peu près 29 millions de milliards d'ampoules de 100 watts pendant une heure. La quantité d'énergie générée à l'intérieur du Soleil est vraiment colossale. Notre Soleil va continuer à produire de l'énergie à gogo tout au long de sa vie, qu'on estime à une durée d'environ 12 milliards d'années. Dans les années 90, des scientifiques ont confirmé son âge et le moment approximatif de sa mort en mesurant sa brillance et sa masse de départ et en analysant les ondes sonores qu'il émet. La lumière ne peut pas pénétrer le Soleil, il est opaque. Ça a l'air étrange puisque la lumière est produite par le Soleil, mais elle ne peut pas le traverser. Du coup, jusqu'à récemment, on n'avait aucun moyen de sonder les profondeurs du Soleil. Il existe une science appelée héliosismologie, qui utilise les ondes sonores pour sonder la structure intérieure du Soleil. On a donc une idée assez précise de ce à quoi ça ressemble, ce qui nous a permis de réduire les possibilités et de confirmer l'âge du Soleil et nous orienter sur son évolution. Curieusement, la brillance du Soleil est 30% plus forte qu'elle ne l'était à sa naissance.
En vieillissant, il va devenir encore plus brillant et plus puissant. Notre climat terrestre est très sensible à l'énergie solaire. Quand on s'inquiète pour le réchauffement climatique, on pense aux actions humaines qui influent sur l'atmosphère. Mais il faut aussi prendre en compte l'influence du Soleil. Selon les estimations les plus récentes, près de 20% des effets qu'on attribue au réchauffement climatique sont dus au Soleil. Dans 1 milliard d'années, la luminosité de notre étoile sera 10% plus forte. Et sur notre planète, les températures auront augmenté de 100 degrés. L'humidité de l'air est idéale pour capturer les rayons infrarouges ou la chaleur. Cette humidité fait donc l'effet d'une couverture sur la Terre. Mais le problème, c'est qu'au fur et à mesure que la Terre se réchauffe, l'eau des océans s'évapore. L'humidité capture de plus en plus de chaleur et la Terre se réchauffe encore plus. Et plus elle se réchauffe, plus l'eau s'évapore et plus ça capture de chaleur. Ça ne se contrôle pas. C'est ce qu'on appelle l'effet de serre. Avec cette augmentation de température due à un effet de serre incontrôlable, la vie sur Terre sera bientôt en péril. Des civilisations entières devront se retirer dans des abris souterrains pendant la journée pour ressortir la nuit lorsque les températures baisseront un peu. Mais au fur et à mesure que le thermomètre continuera de grimper, il finira par n'y avoir aucun refuge. On sait comment ça va finir. Ça finira comme sur Vénus. Si on réfléchit bien, la distance entre Vénus et le Soleil n'est que 30% inférieure à celle de la Terre. Et pourtant, il y fait bien plus chaud que sur Terre, au moins 800 degrés. On ne possède pas encore la technologie qui nous permettrait de survivre à la surface de Vénus. Mais on se doute de ce que ça impliquerait. Il faudrait se protéger de la chaleur. Ce serait un vrai défi. Dans 3 milliards d'années, la luminosité du Soleil aura augmenté de 40%. D'ici là, les océans seront entièrement évaporés. La Terre sera devenue un désert géant. Le Soleil aura épuisé les 3/4 de l'hydrogène contenu dans son noyau pour le transformer en hélium. Comme cette voiture dont le réservoir est à 3/4 vide. À ce moment-là, le Soleil sera encore plus lumineux et encore plus gros. Donc la Terre sera plus chaude. Elle sera devenue un endroit très inhospitalier. Et ce cauchemar solaire n'est pas terminé. À l'approche de son 10 milliardième anniversaire, le Soleil connaîtra des transformations drastiques. S'il reste encore des civilisations humaines sur Terre à ce moment-là, quelles seront leurs options de survie à une époque où le Soleil remplira tout l'horizon? C'est couru d'avance. Lorsque le Soleil atteindra environ 10 milliards d'années, tout l'hydrogène présent dans son noyau sera épuisé. Ce sera le début de la fin pour notre étoile. Et elle ne connaîtra pas une fin paisible. Quant à la Terre, elle aura subi le réchauffement climatique, ainsi que d'autres cataclysmes. Toute forme de vie aura été éliminée, et ce, en à peine 1 milliard d'années. Mais si des humains parviennent à survivre jusque-là, par quelque moyen que ce soit, ils devront alors faire face à un véritable enfer. Lorsque le Soleil aura épuisé tout l'hydrogène de son noyau, il va commencer à se contracter sur lui-même. En effet, il n'aura plus d'hydrogène à fusionner en hélium, alors que c'est ce procédé qui crée actuellement les radiations qui produisent une pression vers l'extérieur, ce qui compense la pression gravitationnelle vers l'intérieur. La fusion de l'hydrogène ne se produira donc plus dans le noyau, mais elle se poursuivra dans l'écorce autour du noyau et à une vitesse encore plus grande. Et cette énergie croissante va élargir les couches extérieures du Soleil. Cela signifie que le Soleil deviendra bien plus puissant et bien plus lumineux.
puisque l'hydrogène de l'écorce fusionnera en hélium, tandis que le noyau se contractera plus rapidement qu'avant. L'énergie ainsi produite à l'intérieur de cette écorce d'hydrogène en fusion générera une pression très importante, ce qui provoquera un élargissement des couches extérieures du Soleil, et le Soleil deviendra alors ce qu'on appelle une géante rouge. Une géante rouge est une étoile ayant épuisé le réservoir d'hydrogène de son noyau. Il reste donc une accumulation d'hélium, plus lourd et plus dense. Une étoile de taille moyenne, comme notre Soleil, finira les 2 derniers milliards d'années de sa vie en géante rouge. On appelle ça une géante rouge parce qu'au moment où cet élargissement se produit, sa surface devient tellement importante qu'elle finit par se refroidir. Et en termes de température, les étoiles plus froides apparaissent plus rouges. Au cours de la première phase de cette géante rouge se produiront des changements catastrophiques. Le Soleil gonflera jusqu'à atteindre 20 à 30 fois sa taille initiale et deviendra 100 fois plus lumineux. Tout en grossissant, notre géante rouge continuera à fusionner l'hydrogène contenu dans l'écorce de son noyau d'hélium, devenu inactif, produisant ainsi encore plus d'hélium. Par ce phénomène, le noyau du Soleil se contracte et se réchauffe de plus en plus. Et pendant quelques milliards d'années, le Soleil grossit de plus en plus. Puis le noyau du Soleil sera tellement chaud que l'hélium qu'il contient va prendre feu. C'est ce qu'on appelle le flash de l'hélium, l'équivalent à l'échelle stellaire de la flamme et du souffle qui se produit lorsqu'on allume une cuisinière à gaz. L'hélium en feu sera alors suffisamment chaud pour entrer en fusion et produire du carbone et de l'oxygène à l'intérieur du noyau. Le Soleil, à l'agonie, sera alors provisoirement réanimé grâce à cette nouvelle forme d'énergie. Me voilà coincé dans le désert en panne d'essence. Mais il se trouve que j'ai dans le coffre un bidon de carburant. Si je le vide dans le réservoir, cela permettra à la voiture de rouler encore quelques kilomètres. C'est un peu pareil pour le Soleil. Au cours de sa phase de géante rouge, sa réserve d'hydrogène, donc de carburant, sera épuisée, mais il lui restera de l'hélium. Pour une courte période, quelques dizaines de millions d'années, cet hélium fusionnera en carbone et en oxygène, ce qui produira une nouvelle source d'énergie qui permettra au Soleil de durer un peu plus longtemps. À la fin de sa première phase de géante rouge, le Soleil, à l'agonie, entrera alors dans une phase stable où il consommera son hélium. Il deviendra alors plus chaud, mais plus petit. Mais ce ne sera que le calme avant la tempête. En effet, la transformation du Soleil en géante rouge se fera en 2 phases. Au cours de la seconde phase, la réserve d'hélium du noyau sera épuisée. Le noyau sera alors constitué de carbone et d'oxygène et recommencera à se contracter et à se réchauffer. Mais l'hélium sera toujours présent dans la croûte et continuera à fusionner, formant encore plus de carbone et d'oxygène à l'intérieur du noyau. Et tout cela sera toujours enveloppé d'hydrogène qui sera toujours en train de fusionner en hélium. Lorsque le Soleil deviendra une géante rouge, il va grossir. Et la première planète qu'il fera disparaître, ce sera Mercure. Il va la calciner, l'évaporer et l'avaler. Et puis il va grossir jusqu'à Vénus. Une fois que l'énergie produite par la transformation de l'hélium en carbone est épuisée, le noyau se remet à rétrécir et la couche externe du Soleil se remet à s'élargir. Tout cela est très instable. Au cours de la seconde phase de géante rouge, cette succession de contractions et d'expansions fera battre le Soleil, comme un cœur aux lentes pulsations. Ces pulsations se produiront 1 ou 2 fois par millénaire, et chacune d'entre elles provoquera un véritable chaos dans l'ordre planétaire. Mercure et Vénus sont condamnées. Elles seront avalées par la géante rouge. Mais en ce qui concerne la Terre, il y a encore débat chez les scientifiques pour déterminer si elle sera avalée ou non. Le Soleil devrait devenir assez gros pour atteindre la Terre. L'avenir de la Terre reste incertain.
Elle se situe à la distance limite pour être avalée par le Soleil, mais pourrait survivre. Mais les astronomes ont aujourd'hui un moyen de prédire le destin de notre planète. IOTA est un interféromètre optique à longue base qui a réussi à photographier de près une étoile variable, Cae Cygni, située environ à 50 années-lumière de la Terre. Cae Cygni approche de la fin de sa phase de géante rouge. Elle devient énorme. Et dans les derniers millions de son existence, elle se met à palpiter. Les pulsations se produisent environ tous les 400 ans. Elle devient de plus en plus grosse et lumineuse, puis de plus en plus petite et sombre. Si cette énorme étoile enflée était notre Soleil, elle aurait déjà consumé toutes les planètes de son système jusqu'à Mars. La Terre et toutes ses formes de vie luxuriantes auraient déjà fondu dans la matière composant l'intérieur de cette étoile à l'agonie. Évidemment, on n'est pas là depuis assez longtemps et l'on ne survivra pas assez loin dans le temps pour savoir exactement ce qui arrivera à la mort du Soleil. Il faut donc observer d'autres étoiles pour voir comment ça devrait se passer. Grâce à l'observation d'autres étoiles, on a désormais un aperçu terrifiant du diagnostic à long terme pour le Soleil et de ce qui attend le reste du système solaire. La Terre risque d'être avalée dans les abysses de l'énorme boule de feu. Toutefois, des études récentes indiquent que si toutes les conditions sont réunies dans le cosmos, notre petite planète fragile pourrait bien connaître un autre destin. Tout a une fin. D'ici environ 5 milliards d'années, notre étoile bienfaitrice cessera de faire vivre ses planètes. En entamant sa dernière phase de vie, sa taille sera multipliée par 100 et il avalera Mercure, puis Vénus. À l'issue de sa phase de géante rouge, le Soleil commencera alors à se contracter et à s'élargir plusieurs fois. Et à chacune de ces pulsations, notre étoile agonisante s'approchera dangereusement de la Terre. Toutefois, si toutes les conditions sont réunies, notre planète pourrait bien être épargnée. Il existe un phénomène qu'on appelle vent solaire, qui souffle en permanence et soulève de la matière des couches supérieures de l'atmosphère solaire. Ces éléments finissent ensuite dans l'espace interstellaire. Au moment où le Soleil commencera à grossir dans sa phase de géante rouge, les couches externes de son atmosphère seront de plus en plus larges et le vent solaire sera de plus en plus fort. Les données indiquent que si le vent solaire soufflait environ 30% de la masse du Soleil, alors la force d'attraction du Soleil serait suffisamment affaiblie pour permettre à la Terre de s'éloigner de sa surface. Si le Soleil perd une partie de sa masse, sa force de gravité sera plus faible et l'orbite de la Terre s'élargira. Donc, avec un peu de chance, notre planète s'éloignera suffisamment pour être hors de portée du Soleil en expansion et on ne finira pas calciné. Mais la Terre ne pourra pas éviter complètement le danger. Même en perdant de sa masse, le Soleil risque malgré tout de conserver l'interaction gravitationnelle qu'il a avec la Terre. Et cela pourrait avoir des conséquences brûlantes. Il y a deux effets qui entrent en concurrence. En vieillissant, le Soleil perdra de sa masse, ce qui signifie que l'orbite de la Terre s'éloignera peu à peu de sa surface. Mais il est vrai aussi que la Terre restera suffisamment proche pour que sa force de gravité forme une sorte de bosse de gaz à la surface du Soleil. L'interaction gravitationnelle entre cette bosse et la Terre va alors ralentir notre planète dans son orbite, ce qui fait qu'elle va commencer à se rapprocher. Il se peut que la perte de masse du Soleil nous permette de nous éloigner et de nous éviter la calcination. Mais il se peut aussi que l'interaction gravitationnelle nous rapproche de sa surface et nous condamne à l'incinération. Il faudra revenir dans 5 ou 6 milliards d'années pour voir quelle option l'aura emporté. La Terre pourrait donc avoir de la chance. Une équipe internationale d'astronomes a découvert une planète à l'extérieur de notre système solaire qui a survécu à la mort de son étoile. Cette exoplanète est au moins 3 fois plus grosse que Jupiter et tourne autour d'une étoile appelée V391 Pégasi, d'une masse similaire à notre Soleil.
Certaines exoplanètes survivent clairement à la phase de géante rouge de leur étoile. Par exemple, V391 Pégasi est une étoile autour de laquelle tourne une planète. Et cette planète est toujours là. Il se pourrait qu'elle ait un noyau rocheux comme la Terre, et peut-être même composé de fer. Mais on pense que c'est principalement une planète gazeuse et liquide. V391 Pégasi et son énorme planète gazeuse sont séparés par une distance à peu près semblable à celle qui nous sépare du Soleil, c'est-à-dire environ 145 millions de kilomètres. D'après les astronomes, si cette exoplanète a survécu, c'est grâce à la perte de masse de son étoile, dont l'attraction a suffisamment diminué pour lui permettre de s'éloigner. La planète qui tourne autour de V391 Pégasi fait sans doute partie des quelques planètes qui réussissent à s'éloigner au lieu d'être irrésistiblement attirées par la force des marées solaires. Mais on ne trouve pas beaucoup de planètes se situant dans cet entre-deux. En général, soit elles sont avalées par l'étoile, soit elles partent bien trop loin. Il faut un équilibre parfait entre les deux forces d'attraction pour qu'une planète puisse rester à cette distance idéale. On a donc un cas dans lequel la planète survit. La mauvaise nouvelle, c'est que dans ce cas, la planète est très grosse, plus grosse que Jupiter. C'est sans doute pour ça qu'elle a de meilleures chances de survie qu'une petite planète comme la Terre. Il semble qu'à cause des vents stellaires et des pulsations produites par V391 Pégasi, certaines couches externes de l'atmosphère de l'exoplanète ont été arrachées. Donc, si cette énorme planète gazeuse a survécu, c'est parce qu'elle pouvait se permettre de perdre une grande partie de sa masse. On peut supposer que cette planète a perdu l'équivalent de la masse de la Terre, voire plus. Donc évidemment, si la Terre devait perdre autant de matière, elle n'existerait plus. Ce serait peut-être différent pour une planète comme Jupiter. Certes, c'est une planète gazeuse inhabitable, mais c'est tout de même fascinant de se dire que lorsque le Soleil deviendra une géante rouge, il est possible que Jupiter survive. La survie de l'énorme planète gazeuse en orbite autour de V391 Pégasi ne nous permet pas de déterminer à coup sûr si la Terre survivra ou non à la mort du Soleil. Mais une chose est certaine. Avant même que le Soleil ne se transforme en géante rouge, notre planète ne sera déjà plus du tout habitable pour des formes de vie terrestre. Les civilisations futures devront donc trouver une terre d'accueil, et ce, plusieurs milliards d'années avant la phase de géante rouge. D'ici 1 milliard d'années, s'il reste des humains, je leur conseillerais de déménager sur Mars. Bien que Mars soit trop froide actuellement, elle sera sans doute plus hospitalière à ce moment-là. On n'a pas encore déterminé si Mars contient de l'eau, mais si c'est le cas, les humains pourraient s'en servir et profiter d'une retraite tranquille sur la planète rouge. Mais un déménagement vers Mars ne serait pas simple. La planète rouge serait certes plus chaude qu'elle ne l'est actuellement, mais il lui manquerait toujours certains éléments nécessaires à la vie. Il faut créer une atmosphère pour avoir une pression suffisante pour que l'eau existe sous forme liquide à la surface. Il faut pouvoir fabriquer de l'oxygène. Ce n'est pas parce qu'une planète ou une lune se situe en zone habitable qu'elle est habitable telle qu'elle. Pour bien planifier les choses, il faudrait encourager la culture de plantes sur Mars d'ici 1 milliard d'années. Il faudrait trouver un moyen de fabriquer de l'oxygène pour rendre la planète plus hospitalière pour nous. C'est très égocentrique, mais on appelle ça la terraformation. C'est le fait de façonner une planète pour la rendre semblable à notre Terre. Et j'espère qu'on sera encore là pour pouvoir le faire. Même si une civilisation avancée parvient à coloniser Mars, ce nouveau domicile ne sera que provisoire. Le Soleil continuera à augmenter en taille et en luminosité, repoussant de plus en plus la zone habitable. Au cours de la phase de géante rouge, les terriens devront encore se déplacer, peut-être vers les lunes de Jupiter ou de Saturne qui contiennent de l'eau. Mais à chaque nouvelle destination apparaissent de nouveaux obstacles. Plus le Soleil avancera dans sa phase de géante rouge, plus son élargissement sera rapide.
Il faudra donc se déplacer de plus en plus souvent. De plus, le déplacement vers une nouvelle planète pose un autre problème. Il serait très compliqué et très onéreux de déplacer tous les humains. Alors qui choisit-on? Une petite élite de la société? Cela risque de poser de graves problèmes. Alors, au lieu d'abandonner la Terre avant que le Soleil ne se transforme en géante rouge, l'autre solution serait de carrément déplacer la planète entière. Cela ressemble à de la science-fiction, mais on étudie déjà des technologies qui permettraient de sauver la Terre de l'apocalypse solaire. Les prédictions sur l'extinction du Soleil ne font plus débat. D'ici 5 milliards d'années, notre étoile entamera une agonie longue et violente. Lors de sa transformation en géante rouge, il fera disparaître Mercure, Vénus et sans doute la Terre. Si des civilisations humaines existent encore à ce moment-là, elles se seront déplacées vers l'extérieur du système solaire. Et elles auront peut-être même emporté la Terre avec elles. Mais pour cela, il faudra d'abord trouver le moyen de tracter une planète entière. On pourrait petit à petit déplacer la Terre vers une nouvelle zone habitable. Par exemple, en prenant un astéroïde qu'on pourrait mettre en orbite autour de la Terre. Comme ça, lorsque son orbite se rapprocherait périodiquement de la Terre, cela pourrait nous tirer un peu plus loin du Soleil. Actuellement, les scientifiques procèdent à des simulations informatiques pour étudier la possibilité de déplacer la Terre grâce à des fusées commandées par l'homme ou par des drones. Il faudrait sans doute utiliser des voiles solaires pour diriger l'astéroïde au bon endroit, ou alors une fusée nucléaire. D'ici 1 milliard d'années, on devrait aussi disposer d'autres technologies qui nous simplifieront la tâche. On ne peut pas savoir. D'après les chercheurs, il faudrait rapporter un nouvel astéroïde tous les 6000 ans pour tirer notre planète vers l'extérieur progressivement pendant que le Soleil grossira. Si on fait ça très progressivement, mais régulièrement et sur des millions d'années, alors notre planète s'éloignera peu à peu pour rester constamment dans la zone habitable. Mais même si l'on parvient à modifier l'orbite de la Terre pour l'éloigner du danger, son avenir reste incertain. À l'approche de la fin de la seconde phase de géante rouge, les pulsations du Soleil diminueront, puisque la majeure partie de son atmosphère extérieure aura été expulsée. Par conséquent, son énergie commencera à diminuer rapidement. Il y aura une diminution de la masse et de la gravité exerçant une pression sur la fine couche d'hélium. Elle sera moins compressée et moins sensible aux températures. À ce stade, au lieu de grossir et de rougir, le Soleil deviendra de plus en plus petit et bleu. Du coup, la réaction nucléaire ralentira. Et une fois que le Soleil aura perdu une masse suffisante, la réaction cessera complètement. À ce moment-là, sa réserve de carburant finira par s'épuiser et il commencera à rétrécir. Contrairement à d'autres étoiles, notre Soleil à l'agonie ne s'éteindra pas dans une énorme explosion lorsqu'il ne sera plus alimenté. Certaines étoiles variables produisent une supernova, une explosion de radiation capable d'éclipser temporairement toute une galaxie. Pourquoi notre Soleil ne produirait-il pas ce genre de phénomène spectaculaire au moment de son extinction? C'est la question qu'a posée l'un de nos téléspectateurs. Leroy G. de Newport à Rhode Island nous a écrit « Pourquoi notre Soleil ne finira pas en supernova lors de son extinction ?» Leroy, sachez que je suis plutôt content que le Soleil ne finisse pas en supernova. Tout d'abord, le Soleil n'est pas assez gros pour exploser tout seul. Les étoiles qui se transforment en supernova sont au moins 8 à 10 fois plus grosses que le Soleil. Ensuite, le Soleil est la seule étoile de sa région. Pour finir en supernova, une étoile a besoin d'une étoile voisine à laquelle elle puisse arracher de la matière pour grossir, ce qui lui donne l'instabilité qui la fera exploser. Au tout dernier stade de la vie du Soleil, son atmosphère externe, une sphère gazeuse appelée nébuleuse planétaire, aura disparu dans l'espace.
Tout ce qui restera de notre étoile, autrefois si puissante, sera un résidu incandescent appelé naine blanche. La naine blanche aura à peu près la même taille que la Terre et la moitié de la masse du Soleil. Ce corps possédera toujours la même énergie thermique que le Soleil, mais il sera tout petit et ne pourra donc pas rayonner avec autant d'efficacité. Les naines blanches sont petites, mais extrêmement denses. Notre Soleil transformé en naine blanche sera de la taille de la Terre, mais aura toujours la masse d'une étoile entière. Si l'on pouvait prélever un morceau de naine blanche de la taille de ce téléphone, il pèserait à peu près le poids d'un éléphant. C'est un matériau très dense, même si la naine blanche sera bien plus petite que le Soleil tel qu'on le voit aujourd'hui. Une fois transformé en naine blanche, notre Soleil pourra prendre sa retraite. Et son énergie thermique accumulée l'alimentera encore pendant des milliers de milliards d'années. Une fois que le Soleil sera une naine blanche, ce sera comme une voiture qui roule en roue libre. Elle n'a plus de carburant, mais elle continue de rouler grâce à l'énergie cinétique qui la fait avancer. Aucune nouvelle énergie n'est produite sans carburant. Il s'agit de l'énergie stockée dans le noyau chaud, de l'énergie que l'étoile a produite grâce aux réactions nucléaires lorsqu'elle était encore jeune et active. C'est exactement comme une voiture qui avance sans aucun carburant. La voiture finit par ralentir, puis s'arrêter. Tout ce qui reste dans le système solaire à l'issue de la phase de naine blanche se mettra lentement à refroidir. Les éventuelles planètes restantes continueront à tourner autour de la naine blanche. Le déclin orbital est un processus très long, donc la naine blanche, calme et froide, serait toujours entourée de corps en orbite, pour toujours. Notre Soleil, devenu naine blanche, deviendra alors de moins en moins lumineux et de plus en plus froid. Comme il ne produira plus d'énergie, tout le système solaire commencera à geler. Lorsque les signes vitaux du Soleil diminueront, quel sera le destin de notre Terre? Dans son agonie, après avoir été mortellement chaud dans sa phase de géante rouge, notre Soleil deviendra ensuite très froid dans sa phase de naine blanche. Cette phase sera peut-être le baiser de la mort pour la Terre, qui passera alors des feux de l'enfer au froid insoutenable. Lorsque le Soleil se sera transformé en naine blanche, on peut supposer que les températures terrestres, selon son orbite, vont chuter radicalement et très rapidement, puisque la naine blanche ne produira plus aucune énergie par la fusion. On n'aura plus cette énergie qui réchauffait la Terre. Si l'on reste ici pendant la phase de géante rouge, on sera grillé comme des merguez. Mais à l'inverse, si la Terre reste au même endroit lorsque le Soleil se changera en naine blanche, on sera gelé comme des glaçons. Mais il restera toujours des endroits où la vie pourra persister. Par exemple, dans l'eau liquide, au plus profond des océans. Au départ, d'éventuels humains pourraient théoriquement vivre dans des sous-marins, près de cheminées hydrothermales chaudes, alimentées par l'énergie géothermique issue des profondeurs du noyau de la Terre. Mais au bout de quelques millions d'années, les océans auront complètement gelé et la vie disparaîtra inévitablement. Une fois transformé en naine blanche, le Soleil ne cessera plus de refroidir. C'est comme une casserole sur le feu. Une fois le feu éteint, il n'y a plus de source d'énergie et la casserole refroidit progressivement. Si la Terre survit jusqu'à la phase de naine blanche, elle ne recevra pratiquement plus aucune énergie. Je suis donc absolument convaincu qu'en vivant assez longtemps, on pourra connaître d'abord la mort par le feu, puis la mort par la glace. Sans l'énergie solaire, toute vie restante dans notre système solaire disparaîtra. Mais ce désastre pourrait pourtant être évité en accomplissant ce qu'on n'a encore pas réussi aujourd'hui. Reproduire la fusion de l'hydrogène, ici, sur Terre.
la science a déjà réussi à provoquer la fission nucléaire, c'est-à-dire la division d'atomes en noyaux plus légers et plus petits. C'est cette énergie qui alimente nos centrales nucléaires, ainsi que les armes nucléaires. Mais la fusion nucléaire qui se produit dans le noyau du Soleil implique de rassembler des atomes afin de créer un noyau plus gros et plus lourd. Jusqu'à présent, ce processus n'a pas pu être reproduit sur Terre. Le problème pour reproduire les conditions solaires, c'est d'obtenir des matériaux ayant la même densité et la même température qu'au centre du Soleil. À l'intérieur du Soleil, c'est la gravité qui fait monter la pression et la température. Sur Terre, on n'a pas la chance de pouvoir utiliser la gravité solaire. Donc, il faut trouver d'autres moyens de compresser la matière pour obtenir les densités dont on a besoin. Au laboratoire national de Lawrence Livermore en Californie, des scientifiques tentent de relever le défi en fabriquant un mini-soleil. L'expérience consiste à se servir du plus grand laser au monde, de la taille de 3 terrains de foot, pour tirer sur une petite bille de la taille d'une balle de revolver remplie de combustible à l'hydrogène. Lors d'une expérience par confinement inertiel, comme celle qui a eu lieu au laboratoire de Lawrence Livermore, on commence par une petite bille d'1 centimètre de diamètre avec un noyau solide, composé principalement d'hydrogène à fusionner. L'extérieur de la bille est fait de plusieurs couches de matériaux différents, conçus pour produire une onde de choc vers l'intérieur, qui compressera le noyau au maximum. Le gigantesque laser se divisera en 192 rayons distincts qui frapperont la bille enfermée dans une petite capsule. Lorsque la coque de la bille de combustible sera touchée par ces rayons X surpuissants, la bille devrait imploser, puis produire une fusion nucléaire à l'intérieur de son noyau. Si l'on disposait d'un moyen abordable de fusionner des atomes, ça changerait tout. Beaucoup de choses changeraient dans nos vies. Mais surtout, on n'aurait plus besoin du soleil. On pourrait produire de l'énergie, de la chaleur et de la lumière nous-mêmes. On pourrait vivre n'importe où dans le cosmos grâce à des réserves d'hydrogène et produire notre propre énergie. On pourrait se rendre sur d'autres planètes en quelques jours, plutôt qu'en quelques années. On pourrait extraire de l'eau de pratiquement n'importe quel matériau contenant de l'hydrogène et de l'oxygène. Si l'on avait besoin d'oxygène, on pourrait en fabriquer. Si l'on parvenait à reproduire la fusion nucléaire, on pourrait sauver la Terre et toutes ses formes de vie en nous libérant de notre dépendance au Soleil. Le Soleil, lui, est définitivement condamné. Lorsqu'il se sera transformé en naine blanche, il deviendra de plus en plus froid et de moins en moins lumineux. L'étoile qui fournit aujourd'hui une énergie phénoménale à tout un système planétaire finira par disparaître. Un jour, le Soleil finira par être tellement froid qu'on ne le verra même plus à l'œil nu. C'est pour ça qu'on appelle parfois les naines blanches naines noires ou étoiles noires. Il sera invisible, immobile dans l'espace jusqu'à la fin des temps. Notre système solaire ne pourra pas éviter son rendez-vous avec la mort dans 5 milliards d'années. Mais la mort d'un système solaire peut aussi donner naissance à un autre. Les particules libérées pendant l'agonie de notre Soleil pourraient bien un jour s'assembler à d'autres matériaux stellaires pour fabriquer une autre génération d'étoiles. Et l'une de ces futures étoiles permettra peut-être un jour à d'autres planètes d'abriter la vie.